faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Aujourd'hui pour m'accompagner, Rémi Reverchon et Jacques Monclar. Salut Baptiste. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Bonjour Rémi aussi. Coach. Ouais. Bonjour messieurs. Allez, pas forcément besoin de programme aujourd'hui puisqu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il y a tant à dire, déjà avec juste les deux derniers matchs d'hier soir du côté de la conférence Est qui pouvaient déjà être décisifs avec 2 Game 6. Et ils l'ont été puisque New York est allé se qualifier à Philadelphie quand juste avant Indiana n'a pas tremblé face à Milwaukee. Petit jingle et l'on attaque direct. Il va shooter. On commence avec cette série Knicks Sixers que l'on aurait bien aimé se voir terminer en 7. Tellement le suspense est resté à son maximum. Juste quelques petites stats. Si l'on cumule les scores des 6 matchs, les Knicks l'emportent seulement d'un petit point. Et 5 matchs sur 6 se sont joués dans les dernières secondes, dont ce dernier remporté par les Knicks sur un gros shoot de Josh Hart. Qui veut commencer? Je sais pas, C'est pour Jacques ça. T'as l'air d'un enthousiasme sur la victoire des Knicks en rappelant qu'ils sont quasiment battus par Philadelphie. C'est une immense perf qu'ont fait les Buckers hier, nos Knicks préférés, parce que cette équipe-là n'a pas vocation à, cette année en plus en l'absence de Randle, avec maintenant Bogdanovic out, qui était une rotation, à arriver là. Alors on va me dire qu'en face c'est Philadelphie qui était 7e avec Embiid blessé, mais Embiid blessé, peut-être désagréable aussi d'ailleurs, reste un formidable joueur, incroyable joueur. Et le match que fait hier DiVincenzo sur Maxi, c'est sans doute la bascule, l'excellente agressivité qui dégonfle complètement Tobias Harris, c'est aussi une autre bascule. On note aussi avec satisfaction pour les Sixers l'excellent fin de série de Nico Batum. Ça, c'est quelque chose que je retiens aussi. Mais oui, les Knicks ne sont pas qualifiés 2 fois de suite en play-off depuis 20 piges, je crois, donc, ou 24 piges, au deuxième tour. Pas en play-off quand même. Donc oui, c'est une immense performance pour la franchise, aussi ridicule que ça puisse paraître par rapport à d'autres enseignes. Mais c'est vrai, et puis avec une manière qui fait que cette équipe et son petit bonhomme derrière, Jalen Brunson, restera dans les cœurs des fans des Knicks. Bon, maintenant, c'est un vieux revival. Il y a 10 ans, les Knicks avaient fini 2e, les Pacers 3e. Et bizarrement ou non, d'ailleurs, les Pacers avaient éliminé les Knicks de Carmelo Anthony à l'époque et de Mike Woodson, je crois, encore à l'époque. Il me semble, ouais. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est une super perf. Oui, pas de match 7, mais tu permets... Lui, ça lui va très bien. Il n'y a pas eu de match 7. Déjà, il joue à 7,5, 8, 9. 6,5 même hier. 6,5 hier. Voilà, elle peut encore mieux jouer, mais finir une série sur une fin de passe de Josh Hart qui renverse la défense, enfin qui empêche Maxi de venir, qui mord à la fin déjà qu'il est en retard, pour un panier à 3 points de Josh Hart, c'est assez symbolique de cette équipe de Blue Collar. Alors moi je retiens quand même plein de trucs. Déjà je retiens une chose, c'est qu'on s'est régalé dans cette série. C'était cool, c'était du beau basket, ça s'est battu. Moi j'aime bien, c'était un peu du basket, tu sais, un peu dur. Comme on le dit toujours, Eastern Conference, quoi. Tu vois, c'était vraiment c'était pas Hollywood, quoi. C'était quoique encore t'as vu des stars, t'as vu Embiid à 50, Maxi à 46, t'as vu Brunson incroyable. Du drama. Mais il y a eu du drama, il y a eu plein de choses, un scénario serré. Des villes. Ouais, des même. enseignes, des vieilles enseignes. Il y a un truc historique là-dedans, une rivalité historique. Donc voilà, moi je me suis régalé déjà. C'était super cool cette série à suivre et on voudrait tellement plus des comme ça. Après, en toute humilité, je vais faire Jacques Monclar très officiellement. Mon mea culpa pour les fans des Knicks, en qui j'ai assez peu cru au fil des ans, que j'ai bien aimé. C'est de bonne guerre en tant que fan des Lakers, je pense que j'en suis capable parce que c'est pareil chez moi. J'ai bien aimé gentiment taquiner de temps en temps aussi. Les Knicks ont une très très belle équipe, je l'admets, jouent bien au basket, ont un truc qui est désormais construit, qui donne envie de suivre, vraiment. Genre moi je suis excité de voir les Knicks jouer désormais et ça c'est ultra respectable. Donc voilà, bravo aux Knicks pour ça. Et à Tom Thibodeau, qu'il ne faut pas oublier dans la boucle, hein. Il avait un sourire en conférence de presse, rarement vu comme ça. Et puis on est obligé de revenir quand même sur les perfs de Jalen Brunson, hein, qui est quand même incroyable sur surtout les 4 derniers matchs, 41 points de moyenne.
la stat qui ressort ce matin, c'est les 4 matchs à plus de 39 points qu'il enchaîne. Le dernier à l'avoir fait, c'était Jordan. Est-ce qu'on est obligé quand même de positionner Bronson assez haut là, oui, assez haut, oui. À quelle hauteur, oui. La comparaison avec Michael Jordan, elle est plus symbolique qu'autre chose, mais oui, ça existe, c'est là, c'est la réalité. T'as raison, Baptiste. Maintenant, Bronson, c'est fantastique ce qu'il est en train de faire. On va attendre de laisser ce run de playoffs dérouler, voir jusqu'où les Knicks peuvent aller. On va parler, je pense, de la suite face à Indiana ensuite. Mais tu sais qu'il y a une petite porte qui peut s'entrouvrir pour que Jalen Brunson devienne un grand joueur de l'histoire des Knicks, qui est pourtant assez riche. Hein. C'est ce que je voulais vous demander, justement. Riche en joueurs, moins en titres. Ouais, mais il y a eu des... C'est vrai, il y a eu des parcours de joueurs. Il y a eu Jordan, il y a... Pat Ewing n'est pas titré. Non, bien sûr. Mais voilà, Pat Ewing, légende sans doute ultime. Mais il y en a eu des mecs, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, si on compare avec un mec que moi je porte dans mon cœur, qui est Carmelo Anthony, qui était le dernier à avoir emmené les Knicks assez haut, deuxième, comme l'a dit Jacques, de conférence Est, bon, même s'il y a la défaite face aux Pacers ensuite. Est-ce que déjà aujourd'hui, on peut pas considérer que Brunson a plus fait pour New York qu'un Carmelo Anthony, par exemple ? Est-ce qu'il a plus fait? Non, que John Starks, pas encore. Mais quand on voit John Starks à fond derrière cette équipe, d'ailleurs, il est comme un barjot. Non, il y a quelque chose qui se passe aussi en termes, au-delà des Knicks, de la conférence Est. En conférence Est, en termes de meneurs, le dernier qui a fait un chantier pas possible pour amener son équipe en finale, pas tout seul, mais pas bien loin, au final NBA, donc la route est longue, c'est Iverson. C'est Iverson, il y a 23 ans, quand ils font le chantier. Donc en mode un joueur qui porte l'équipe en solo, c'est ça, ouais? À une taille comme ça. Ah oui, à une taille comme ça, ce que j'allais dire, moi, exemple de mec qui personnifie le truc, je pense à Nowitzki aussi, mais t'as raison, c'est pas... Et en conférence Est, je disais aussi. Ouais. Mais en taille, c'est insensé, quoi. C'est une vraie révolution de voir ce petit bonhomme faire tout ça. Voilà. C'est même totalement inattendu par la plupart des... Et puis, il y a cette histoire avec Philadelphie qui a été contée dans la série, c'est que les 3 de Villanova qui symbolisent les Knicks, et Villanova, c'est de Philadelphie. Donc, il y avait ça aussi dans cette série. L'autre série qui arrive, elle est historique. Elle est historique parce que Reggie, parce que Pat Ewing, parce que Spike Lee, le coupe-gorge, tout ce que tu veux, elle est historique. Moi, j'étais dans le Garden. Ah oui. J'étais dans le Garden. On peut le dire. Ouais, Jacques était à ce match-là. J'étais dans le Garden. Faut qu'on fasse un épisode que là-dessus. C'est c'est un trauma. J'ai vu des trucs. J'ai vu la Lituanie perdre en quart de finale chez elle en 2011 où les gens étaient en sanglots dans les tribunes. Mais j'en ai vu pleurer aussi au Garden ce jour-là. C'était un truc de dingue. Le silence que Reggie a mis dans le Garden. Ça, bon, les Knicks sont passés. Hein. Je souhaite le même déroulé. Mais voilà, après Indiana, c'est une bonne équipe cette année. Ce sont des match-up à la fois fortes sur un peu les mêmes postes, mais avec des profils très 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 différents, profils d'équipes différents, des vieux coachs, ce qui est rigolo. Enfin, on verra bien. Elle est excitante, hein, cette série, moi je trouve. Ouais, la saison d'ailleurs. La saison en général, t'as raison, ces playoffs sont excitants, mais cette série-là, moi, elle me plaît. Une surprise et demie, je dirais. Alors, que les Pacers passent les Bucks, même s'il n'y avait pas Giannis, ça reste une surprise. Ça confirme aussi l'avancée de leur projet, moi je trouve, qu'on avait entreaperçu au In-Season Tournament, qui avait battu un peu de l'aile en cours de saison, on remettait en cause un peu le fait que ça défende pas, le hurrah basket, etc. Arrive à un deuxième tour de playoff, ça veut dire que tu es dans les 4 meilleures équipes de ta conférence, ça valide l'avancée du projet. Respect aux Pacers, ils avancent, bravo à eux. On est obligé de donner un court avantage, je pense, aux Knicks, sur le papier, ne serait-ce que parce qu'ils sont deuxième de conférence, alors ils jouent à moins, ils sont amoindris, il y a plein de choses qui font que... Il y a un match d'écart sur la saison. Oui, il n'y a pas... un seul match d'écart en saison régulière? Ah ouais, entre 2 et 6 ouais, d'ailleurs, un peu plus que ça, je pense. Pas grand-chose, mais un peu plus que ça. Mais bon. Oui, c'est pas grand-chose. Entre 2 et 6, pardon, oui, entre 2 et 3, je raisonnais. Oui, avec un match. Mais, donc voilà, léger petit avantage sur le papier aux Knicks, qui ont mérité d'avoir ça, ils sont deuxième de l'Est aujourd'hui. Mais maintenant, il joue à pas beaucoup. Hier soir, il joue à 6,5. Encore une fois, il y a Mitchell Robinson qui sort du banc et un petit bout de Deuce McBride. Quoi, voilà. Là, quand même, Indiana, la série commence. On se dit ça va être après la première mi-temps des Bucks avec Lillard qui en met 35. Personne ne voit le cheminement. Alors certes, il y a l'épisode Giannis, l'épisode Lillard. Mais ils ont montré des belles choses, les Pacers. Ils ont montré qu'ils étaient capables de défendre. Ils n'existeront pour gagner des titres, même s'ils ont déjà été en finale du Southern Dance Tournament, là.
qu'en défendant. Il faut qu'ils se warriorisent à ce niveau-là, qu'ils arrivent à avoir des séquences de haut niveau de défense. Après, ils ont aussi la symbolique de ce que dit Rémi, il a raison. Le progrès aussi, c'est voir un McConnell qui met 20 pions, Obi Toppin qui change le match quand il rentre instantanément. Voilà, ça, et des joueurs et Haliburton qui, après s'être dispersé au cœur de l'hiver, est redevenu un bien bouillant. Il va donner du grain à moudre à Di Vincenzo, à Josh Hart ou à je ne sais qui. Voilà. Et Siakam, dans la raquette des Knicks, il a aussi un coup à jouer, sachant qu'il est. T'as raison. Il survole, il a survolé un petit peu. Il a un peu baissé en fin de série. Il a baissé un petit peu. Il a été moins présent en fin de série, mais il est quand même là, Siakam. C'est là où peut-être enfin Julius Randle va manquer aux Knicks, qui aurait pu servir dans une match-up qui aurait été intéressante sur ces postes 4-là. Lui aura l'avantage. Moi, ce qui est, je trouve excitant sur le papier, c'est la match-up au poste de meneur. Haliburton contre Bronson, qui sont tellement différents. Entre l'un qui pousse très très vite, Haliburton, tout pour la course, le alley-oop constant, etc. L'autre qui est un mec posé, qui va jouer au physique, beaucoup de drive, etc. Du pick and roll. C'est excitant cette histoire-là. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'en termes de calendrier, je sais pas pourquoi la NBA nous a pondu ça. Ça va commencer tard, ça commencera que lundi soir, cette série. C'est pas plus mal. Alors oui, ça va laisser un peu de temps de repos à tout le monde. Là, ça va peut-être faire du bien à certains. Mais moi, c'est juste que ça me fait chier parce qu'on a 4 jours à attendre avant le match 1 dans cette histoire, quoi. Il y a aussi le fait que Achua est sorti des 2 derniers matchs alors qu'il avait été influent pour baisser l'influence de Big Joel dans un des matchs de la série. Il peut servir sans Siakam parce qu'il s'est beaucoup entraîné avec lui et parce que c'est le même poste. Voilà. Et Alec Burks, je suis persuadé qu'il peut sortir un peu plus du banc aussi. Faudrait. Et que Miles McBride, qui a joué que 9 minutes hier, il jouait à 6,5. Rémi l'a dit. Et oui, c'est pas avec le 3e, avec le 6e. C'est vrai que sur la saison régulière, il y a un avantage. Le in-season compense un petit peu cet avantage. Et s'ils sont capables de défendre dans la durée, les Pacers, ça va être bien cher à jouer. On va suivre ça 1h30 du matin, du coup, dans la nuit de lundi à mardi sur beIN. Bon, je pense qu'on a fait le tour déjà sur cette série. Juste un petit mot quand même sur les 2 éliminés que vous aviez peut-être sûrement placés sur le podium à l'Est en début de saison et qui sortent dès le premier tour. Les Bucks, c'était déjà le cas la saison dernière. Les Sixers, non. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelle est l'équipe des 2 qui a peut-être le plus déçu ? Milwaukee. Ouais, Milwaukee, même s'il y a des raisons évidentes objectives. Mais le truc, c'est que c'est presque gommé cette déception parce qu'on est masqué, je dirais plutôt, par l'absence de Giannis et de Lillard sur une partie de la série. Mais la réalité, c'est que la saison est un flop. Pour Milwaukee, on s'en était rendu compte avant cette série de playoffs. La succession de Doc Rivers, d'Adrian Griffin par Doc Rivers, a pas été bénéfique. En termes de chiffres, en tout cas, ça ne se voit pas. C'est même négatif. Dans l'allure, ça je laisserai tout le monde en juger. Moi je trouve que cette franchise elle avance plus. On peut partir du principe qu'avec les blessés qui vont venir l'année prochaine on repart pour un run, très bien. La réalité c'est que l'association avec Lillard n'a jamais réellement pris, pour l'instant en tout cas. On a vu des coups d'éclat notamment sur ce dernier match, mais ça suffit pas. Moi, je suis très déçu de cette équipe des Bucks et j'ai du mal à voir une nouvelle fenêtre de tir s'ouvrir pour un titre dans les années à venir pour Milwaukee, dans l'état actuel des choses. Ok. Même avec un Lillard qui prend un peu plus ses marques. Ah oui, dans un monde parfait, ok. Yanis redevient à niveau MVP, Lillard clique enfin avec lui, Middleton revient lui-même, on fait émerger 2-3 jeunes, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de si en fait. Il y a plus de jeunesse, il y a plus de dimension athlétique qu'on avait connue par le passé dans cette équipe. Ça va pas s'arranger en avançant. Brook Lopez vieillit. Alors il y en a un qui est bien en ce moment, c'est Bobby Portis qui a montré des trucs. Je suis très déçu de l'attitude de Pat Beverly là sur cette série de playoffs. Il a mal fini. La baisse de Malik Beasley. Aussi, terrible. Très très mal. C'est le joueur le plus adroit de la ligue. J'ai du mal à voir un avenir radieux pour cette franchise là aujourd'hui. Année horrible, des grosses fautes à l'intersaison. D'abord, je suis pas sûr que. Je pense que Adrian Griffin a été un choix par défaut. Maintenant qu'on y revient, est-ce qu'il fallait le changer finalement
Mais est-ce qu'il fallait le prendre? C'est surtout ça le truc. S'ils l'ont sorti, c'est que ça marchait pas, Baptiste. Le truc, c'est que les joueurs en voulaient plus. Je pense que ça passait pas, ça cliquait pas. C'est une évidence. Et aujourd'hui, on le comprend parce que le bilan était très bon quand il le dégage. On a regardé ce matin, c'était 30 et 13. Dès qu'au mois de septembre. Donc c'est qu'il y a une erreur dès le départ. Parfois, on crie au loup. Bon, moi, je peux en parler. Il y a 12 ans, au début de Bein, on était peut-être moins. J'ai dit entre Kyrie Irving et LeBron, il y a un schisme. Il est arrivé. Bon, maintenant, ils sont redevenus amis, mais on le sent ces choses-là. Et moi, quand on voit tomber, on en avait parlé à Abu Dhabi, tout ça. Quand j'ai vu tomber Terry Stotts, qui est le mec qui a coaché Lillard pendant des années, au moment où Lillard arrive, qui est assistant donc à ce moment-là, assistant d'Adrian Griffin se casse. Je dis, oh là, un schisme. On a gratté un peu, et le schisme, il est arrivé gentiment, et finalement, plus par Giannis que par Lillard. Oui. Donc, voilà. Donc, oui. Alors, changer. Bon, ils ont changé. Au moins, ils ont essayé. Est-ce que l'année dernière, il fallait prendre Kyrie Irving à Dallas pour se faire éliminer de tout? L'année d'après, tu dis oui. L'année dernière, tu dis dehors. C'est un peu la même histoire, là. C'est un peu la même. Voilà. Après, moi je crois que Giannis doit se remettre en question complètement depuis son refus, depuis la fameuse théorie Jean-Claude Van Damme oui on a perdu, oui on est éliminé premier tour, non c'est pas un échec, patin. Ça date d'il y a un an. J'ai l'impression que rien n'a changé. Rien. Il est scotché avec ça, il va pas bien. Est-ce qu'ils vont faire des grands travaux? Ils ont fait une grosse erreur de recrutement. Alors ils se sont trompés sur le coach, ça peut arriver. Mais ils ont fait une erreur qui met en péril toute la franchise et son avenir. C'est de ne pas considérer que cette équipe, elle vivait sur le physique, elle vivait sur la défense et le rebond. Et que Jrue Holiday amenait tellement de défense que ça facilitait le rebond, que le départ de Jrue Holiday a mal été anticipé, mal perçu, voilà, et ils se sont fait avoir. Et en plus, pour le retrouver en conférence contre eux et en rival direct, c'est une faute de manager mais immense, au-delà des valeurs de joueurs. C'est un échec. Et après, si tu veux un mot rapide sur Philly, il est temps pour un nouveau projet là-dedans. Quand je dis nouveau projet, attention, je dis pas se séparer de Joel Embiid et ou Tyrese Maxey. Au contraire, ils vont garder ces deux-là. C'est pas l'idée. Mais la vérité, c'est que les contrats à côté se libèrent tous. Tobias Harris, tous, ils se libèrent tous. 40 millions. Oui, et ça y est, libéré, c'est fini. Des livres. Donc là, il est temps de reconstruire un truc, de faire un autre coup, de faire venir des mecs autour de ces deux superstars. Il y a des gens qui gueulent après Rudy. Oui, alors que l'autre, oui, c'est vrai que ça met un peu en perspective le truc, t'as raison. Et moi, je voudrais juste dire un truc et profiter de ce podcast. Je refuse d'accepter l'idée que Nico Batum ait disputé son dernier match NBA hier soir. Je refuse d'accepter cette idée quand je vois ce qu'il est capable de produire à 35 piges, quand je vois le match qu'il nous a fait là, la série qu'il nous a fait là, le contre qu'il a mis là pour la prolongue. Je sais qu'il regarde, il écoute tout. Nico, si tu nous écoutes, je refuse d'accepter cette idée-là. Tu es dans l'obligation de repartir pendant plus. Tu ne peux pas arrêter à un niveau de jeu pareil. On n'est jamais obligé. Si, là, il l'est. Moi, c'est un message envoyé, là. Je me suis positionné là-dessus aussi il y a un petit moment déjà. Je crois que Nico a l'opportunité de vivre quelque chose qu'il n'a jamais vécu en NBA. Autour de Joel Embiid et les fenêtres, les joueurs qui ont la chance de pouvoir participer. Je vais lui faire la morale s'il écoute. Les joueurs qui ont la chance de... Quelle que soit l'immense carrière du mec, tout ce qui peut me relier à lui, mais quand je raisonne objectivement, je me dis, il y a peu de gens qui peuvent participer à l'accompagnement d'une superstar. Et Joel Embiid, même s'il est parfaitement désagréable parfois, même si il fait sa tête de naze. Parfois, c'est un immense joueur. Et avec Maxi, ils ont un axe qui peut leur permettre d'accéder. Ils se libèrent de beaucoup d'argent, ils peuvent le répartir plus intelligemment. Ils ont un bon coach. C'est une super ville qui est près de la France et près de tout finalement, même si c'est pas près de LA, mais ça c'est la nature de la NBA. Voilà, ce serait dommage qu'ils se privent de signer un +1, 2, j'en sais rien, mais qui se donne le participer. Nico, il a jamais fait plus que deuxième tour. Avec Joel Embiid, il peut accéder il faut pas une finale de conf avec les Clippers? Non, je dis une bêtise? Peut-être. Ouais, je me demande s'il n'y a pas une finale de conf avec les Clippers. Ouais, bon, bref, c'est l'occasion de faire un gros run. De faire un gros run, voilà. Et puis, dans un endroit qui représente beaucoup de choses et où il y a une attente incroyable, parce que Philadelphie, ça fait un moment qu'ils tournent
C'est une question, moi, qu'on me pose de temps en temps. Est-ce que Embiid est capable d'aller en finale et de remporter? Le truc, c'est que factuellement, Joel Embiid, aujourd'hui, il n'a pas emmené son équipe, ne serait-ce qu'en finale de conférence. Donc ça, c'est un échec. Le process, c'est un échec. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est un joueur fantastique. Jacques l'a dit, bien sûr que c'est un mec... Il faut que les étoiles s'alignent. Chaque année, on le voit bien, quand on va en finale NBA, il faut un alignement d'étoiles pour qu'une équipe soit championne. Il y a des ovnis comme les Warriors qui y vont chaque année, très bien. LeBron James, c'est un cas à part. Mais quand on voit ce qu'on a vécu avec Toronto, c'est le meilleur exemple. Alignement terrible des planètes, des blessures en face, ton équipe qui prend bien, Kawhi, ça marche. Warriors 2022, oui, c'est pas un miracle, mais bon... il faut quand même beaucoup de choses. La poisse, quand Milwaukee est champion. Oui, mais ça, la poisse, il suffit d'une année pour s'en défaire, tu vois. C'est vrai, il lui reste des années. Un truc, alors là, c'est pareil, je vais pas faire... C'est mon opinion, je pense qu'il est tellement fort et tellement touché par les blessures dans l'histoire de sa carrière. S'il a vécu... Il n'a pas joué 2 ans, lui, au départ. Il faut qu'il arrête de jouer avec son corps à prendre du poids. Dès qu'il arrive un peu sec, il devient inarrêtable. Dès qu'il est solide, il est inarrêtable. Il doit avoir une hygiène très stricte. Et puis il y a le petit Maxi qui est un phénomène de foire aussi quand même. Donc c'est pas facile à construire autour. C'est une belle franchise. On verra, mais ils ont de quoi faire. Je comprends que tu comptes sur lui encore aujourd'hui, en tout cas. Oui. Mais la question, est-il capable d'être champion ? On verra. Ça, tu le sais jamais avant. C'est une possibilité, en tout cas. Tu parlais, par exemple, moi, sincèrement, avant qu'il y ait tout ce cirque, au moment où il y a la période... qu'est-ce qu'ils ont fait comme alignement ? Ils ont pris Buddy Hield et tout, avec Embiid qui tournait plein badin. Nico, pour en revenir à Nico, ça marche fort à ce ça marchait très très fort. Et d'ailleurs, Nico, il a pris pleine tête, plein de choses. Le changement en cours de saison. Et puis, t'accompagnes un mec, t'es sur un run, t'es pas 3e de la conférence Est, t'es plutôt 1 bis à ce moment-là, 1 bis avec Boston, et crac, là tu le prends sur la courge. Le retour de Embiid a généré tout, l'impact que ça a eu est incroyable. Et a même déclenché la demande de Rémi, t'as qu'à voir. Donc voilà. On suivra ça, et en tout cas, il y a une équipe à reconstruire autour de ces stars. Et on l'embrasse à Nico et la famille. Ouais, et puis voilà, qu'il aille avec les autres. Là, il peut aller avec Team USA en prestage. Ils sont presque tous en vacances. Eh oui, il en reste 4. Il en reste 4. Et c'est pas les plus vieux qui restent. Juste pour terminer à l'Est, du coup, il reste encore une série, le Cavs Magic. Le dernier match, ce sera cette nuit. Le 6e en tout cas. De Cleveland mène 3-2. C'est à 1h du matin. Est-ce que c'est la fin de la série aussi ce soir, selon vous ? Une chance sur 2, mon général. Merci Jacques Vauclard. Belle analyse. Pour l'instant, personne n'a gagné à l'extérieur dans cette série. Orlando a sorti des gros matchs. Banchero a monté en niveau aussi. Alors, je reste persuadé que Cleveland est plus fort sur ce premier tour. Cleveland a un meilleur effectif aujourd'hui, plus complet. Orlando, on va leur laisser le temps de grandir. Moi, je pense que ça se terminera, que ce soit ce soir ou au match 7. J'aimerais bien un match 7, évidemment, qui nous remplirait notre dimanche d'ailleurs. Mais que ce soit ce soir ou au match 7, je pense que Cleveland passera. Mais cette équipe je sais que Jacques aime bien dire ça, d'Orlando, je trouve, a pris date cette année. Et la construction de cette équipe me plaît beaucoup pour la suite. Ouais, il leur manquera peut-être un grand. Là, c'est bien d'avoir eu 3 jours. Ils vont avoir l'intensité. À domicile, ils sont capables de faire un coup, mais je reste persuadé que Cleveland a plus de matos. Jarrett Allen est un élément important, mais Mobley fait une belle série aussi. Les 2 petits sont jamais bien bons ensemble, Garland et Mitchell, pour l'instant. Voilà, quant à l'autre côté, ils dépendent beaucoup du rendement de Wendell Carter, qui rassure la raquette ou pas. Voilà, après Banchero, les 39 du dernier match, j'ai tendance à me dire qu'ils ont laissé passer une opportunité exceptionnelle, le Magic lors du match 5. Petit avantage pour Cleveland, mais immense respect pour ce que fait Jalen Suggs, pour ce que fait Jamal Mosley, le coach, pour que ce qui est fait au Magic et surtout la partition, elle est belle, des Wagner, qui, alors Franz on savait, mais Mo montre un niveau artenstanien, un petit peu plus doué offensivement d'ailleurs, mais peut-être moins efficace dans les phases de combat. Voilà, c'est une très très belle saison qui est en train de faire le Magic. On est
est toujours un peu en attente de mieux côté Cavs, avec un coaching me permettre d'en parler. Je comprends pas la sous-utilisation d'Okoro au moment où ça devient de plus en plus dur, et même l'essayer sur Banchero qui part souvent de l'extérieur. Voilà, un petit avantage Cavs, peut-être pas ce soir. Je suis comme Rémi, mais ce soir, 19h en plus, allez, ouais, why not ce soir. On suivra ça. En tous les cas, Boston voit ça d'un œil plutôt content. Pénard, ils sont tranquilles tant que ça dure. Je sais pas s'ils calculent beaucoup les autres. Non, mais plus ça Non, dure, mais je veux dire, de toute façon. voilà. Ça laisse du temps à Porzingis de se reposer, ça laisse, tu vois. De toute façon, regarde, il y a 3 jours, pour les Knicks, c'est pas quand même le fameux film des années, je sais plus quoi, là, mais avant moi, on achève bien les shows, quoi. Ils respectent un petit peu le physique des gonzes, c'est pas rollerball non plus, pour faire un peu plus jeune. J'ai pas la référence Millennium. Un petit mot peut-être pour le banana boat, là, et quid de l'avenir de LeBron, qui interroge. Rémi est persuadé que ça va se finir aux Lakers, j'en sais rien. Mais Vous voyez, vous parliez de lui à Miami ou... Ah non, pas LeBron, non. Plutôt Durant. Ouais, plutôt Durant. Si Kevin Durant doit bouger, Knicks, Miami, Sixers, c'est des trucs. Je sais pas comment vont faire les Suns, par exemple, pour s'en sortir. Les Knicks aussi, je pense que les joueurs, là, je vois Jimmy Butler, il demande 2 ans max à 115 millions. Il joue pas assez de matchs dans l'année pour demander ça. L'année dernière, j'avais grogné avec le contrat max. On pourrait faire une émission là-dessus. Rémi est très pointu. Moi, contrat max, je pense que c'est suicidaire pour les clubs. C'est sur des one-shots. Je trouve, pour résumer le truc, qu'on a dénaturé un peu la notion de contrat max et que des joueurs qui sans doute ne devraient pas y prétendre touchent aujourd'hui des contrats max. Voilà, c'est un peu son idée, quoi. Et ça explose les franchises. Zach LaVine, les franchises sont bloquées. Bon, ils font comme ils veulent, les mecs. Mais voilà, je pense que la notion d'argent... Alors oui, il y a toujours un meilleur joueur. On va dire, il est le premier marché. Puis un deuxième joueur, on va dire, il est le deuxième marché. Une fois qu'ils ont trouvé leur truc, et à la limite, c'est dizaines demi-douzaine à chaque fois, ils vont être efficaces. Mais le troisième, il prend de la valeur sans en avoir la valeur. Il prend de la valeur dollar sans avoir la valeur terrain. Eh ben, c'est pour ça pourquoi il y a une inflation aussi des contrats à chaque fois. C'est le système des marchés. Une fois que t'as pas ce que tu veux, l'histoire de la grive et du merle, hein, ou du foie gras et du pâté, comme tu veux. On peut la décliner, hein. On aura le temps d'y revenir peut-être. Ouais. Même pour l'avenir des Warriors. Parce que les très forts joueurs qu'on a eu, qu'on fait les années 2010, début des années 2020 exceptionnels, ils emmènent avec eux des franchises. LeBron, les Lakers, maintenant, que Steph, les Warriors, Durant, là où il va, ce sera pas neutre. Aux Suns, ils ont déjà ils disent bonjour le 1er du mois. Il y a 150 millions qui tombent de masse salariale. 50 millions par an, par 3. Combien il leur tombe le 1er du mois. À eux, le 1er mai, il n'est pas chômé. Hein. Et puis pour terminer et conclure là-dessus, peut-être Baptiste, ce que dit Jacques, ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve cette année, ça y est, ça fait un moment qu'on en parlait, mais on est sur une page de la NBA qui se tourne et on est sur un renouvellement terrible des visages de NBA. Quand tu vois OKC qui est au 2e tour à l'Ouest, emmené par SGA, bien sûr Minnesota au 2e tour à l'Ouest, emmené par Anthony Edwards, que tu vois LeBron James en vacances, que tu vois Kevin Durant en vacances, que tu vois Steph Curry en vacances, ça y est, renouvellement terrible. Et que t'as Ja Morant qui arrive. Tiens, ce que je disais sur Nico Batum au sujet de Embiid, il y a des mecs qui vont peut-être se dire Belwagon ou Mbanyama, même si je prends 5, 6, 10 millions de moins par... je vais aller gagner, m'éclater, me mettre à l'abri du druide et tout. Des fois qu'il me file de la potion magique, c'est bon, druide Popovic, hein, donc voilà. On va la garder. En tout cas, ça laisse augurer un beau futur pour la Ligue, et c'est tant mieux pour nous. Le changement, oui, les jeux. Maxi est un ovni aussi. Brunson est un ovni. Luka était déjà un vieux joueur, il a quoi, 23 il doit 24, avoir 24 peut-être maintenant le cas, ouais. 24. À force. Ouais. Quel vieux joueur. Ouais, 16 ans en 2016, Euroleague. Voilà, plus 8, 24, allez hop.
Bon, on finit à l'ouest, on a encore un petit peu de temps. Allez, Allez. rapidos. Forcément, quand même, il faut parler de ce Clippers Mavericks qui lui aussi va se jouer en Game 6. Bah pareil, votre pronostic sur cette série, est-ce qu'elle se termine? Est-ce qu'elle va en Game 7? Là, la logique voudrait que les Mavs aient pris la main sur le truc. Ils jouent à domicile. Kawhi n'est toujours pas là côté Clippers. Maintenant, les Clips ont gagné par le passé dans cette série sans Kawhi à Dallas. Donc, on se méfie de tout. Hein. J'ose espérer qu'ils ne referont pas deux matchs aussi ratés que le précédent, où James Harden était en travers, où Paul George a manqué terriblement d'entrain, où les role-players sont passés au travers, les pauvres Amir Kofi, tous ces mecs-là n'ont pas existé. Maintenant, la réalité, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Dallas a pris la main. Dallas est à la maison, a une occasion en or de passer au second tour là, et de ne pas s'infliger un match 7 à l'extérieur. J'ai beaucoup de mal à imaginer les Clippers faire durer la série ce soir, moi. Est-ce qu'un Paul George ou un James Harden peut renverser la tendance Enfin, le Père Noël, ce ne sera pas tous les soirs. Il faudra déjà en gagner 2, pas qu'un. Oui. Voilà. Je pense que Dallas a la main, clairement, se doit d'aller vite parce que Luka a le genou qui couine, que derrière il y a les Young Dogs là qui attendent et qui sont quand même une curiosité. Je pense pas que les Clippers sans Kawhi aient les moyens de passer le tour d'après, donc c'est presque à souhaiter pour l'intérêt de la conférence, du niveau, des playoffs, du spectacle pour les fans, hormis les fans des Clippers bien sûr, que ça soit Dallas. Voilà, j'ai envie de voir Luka et Kyrie avec PJ Washington, Gafford et puis Derrick Jones Junior, toute la bande, là, les Kleber & Co, jouer contre les Young Dogs d'OKC, et ça va être une très très belle série. Ça devrait être une belle série. Voilà, j'anticipe déjà dessus parce que la fatigue fait son œuvre, et quand Paul George, qui est un superbe joueur, mais pas un franchise, juste typiquement, l'histoire des contrats max. On y revient, et encore lui, de temps en temps, il l'a été, mais c'était avant sa blessure. Mais il est sujet à des montées et des descentes, et puis le physique parle. James Harden a débuté la série très très fort, et dès qu'il a un hockey, l'autre jour, Paul George et James Harden ont un hockey, et ben on ferme. Le match d'avant, Paul George met tout en place, première mi-temps, James Harden s'occupe de tout deuxième, et ils avaient gagné, donc il faut aligner. Grosse satisfaction d'Eclipse sur la série, c'est Zubats. Je trouve vraiment. Et des mecs comme Terrence Mann, j'aime bien, joueur qui peut jouer au haut niveau. C'est les joueurs dont nous parlait Bilal Koulibaly l'autre fois. Bon, et en tout cas, ça fera des belles demi-finales, et on se projette un peu sur le Wolves Nuggets avant de se quitter, quand même, qui... Monstrueux. Ouais, qui vraiment nous... Celui-là est excitant parce qu'il est ultra dur à voir venir en plus. Ce serait facile de donner Denver favori au final, parce que respect aux champions en place, etc. et l'inexpérience en face. Mais la réalité, c'est que Denver, ils sortent d'une série de playoffs. Ok, ils ont gagné 4-1, mais ils n'ont pas dominé face aux Lakers. Ils ont même été plus souvent menés d'ailleurs qu'autre chose. Alors qu'en face, tu as Minnesota qui a collé un 4-0 terrible d'autorité à Phoenix, qui arrive lancé plein badin, dynamique parfaite. Les mecs jouent bien, ça défend dur, mais ça on le sait. Anthony Edwards est sur la planète ce que tu veux, ce que tu veux en ce moment. Il est incroyable. Je suis pas persuadé aujourd'hui que je sois capable de vous dire que Denver est réellement favori face à Minnesota. Par l'avantage du terrain. Le petit pourcentage d'avantage du terrain. On compare beaucoup Anthony Edwards à beaucoup de joueurs. On parle de Jordan. Jordan, avant d'y arriver, il a buté sur qui ? Il a buté sur des champions. Sur les Pistons. Sur les Pistons. Alors, je dis pas qu'ils vont lui casser la gueule autant que Jojo s'est fait taper par les Bad Boys. Mais il y a un peu de ça dans son développement. Il faut passer par-dessus le champion pour avancer dans la conférence. Il avance en terrain connu. Il est bien entouré. Mike Conley, Alexander Walker derrière, c'est solide. McDaniel, c'est un animal. Les trois ours, avec un qui sort du banc, Nasrid, qui n'est pas le moindre des ours, ça joue, ça met des paniers, ça dissuade, enfin c'est en place. Il y a un peu l'incertitude Chris Finch.
Pour vous, ça peut compter vraiment le fait qu'il soit pas... À ton avis. Alors, ça me fait change. rire. Le coach qui soit pas sur la ligne sur le banc, évidemment que ça va changer la donne. Évidemment, mais... il sera présent physiquement, mais bon, ça sera pas la même chose. Peut-être au évidemment. vestiaire, peut-être deuxième rang. Ouais. Pablo Prigioni, qui est le deuxième assistant, C'est, et l'autre... comment il s'appelle, Mika quelque chose, ouais, Maïka voilà. quelque chose, j'ai oublié son Celui nom. qui va prendre qui l'a remplacé là quand il est voilà, sorti, qui j'ai va pas son prendre le nom. lead. Ouais, Maïka, je suis désolé. j'ai Voilà, oublié son nom. et c'est Pablo Prigioni qui devient premier assistant. Ils connaissent, mais les joueurs... Tu sais, un mot pour rassurer un joueur, Anthony Edwards ou un Rudy, ou une décision de laisser pour tirer, pas tirer des lancers, il y a 1000 choses qui vont... Enfin, 1000, je suis gentil. Voilà. Mais les Wolves ont été tellement impressionnants que oui, le statut de favori de Denver est fragile. Et que, comme d'hab, dans ces séries, le match 1 va peser très sérieusement. Ce sera dès demain, samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Le Joker, avec les 3 ours en face, il a un chantier. Et puis l'autre filou là, de Kyle Anderson, ils ont des mecs, les Wolves, qui peuvent rentrer et changer les séries. Pas énormément de rotation, mais quand même, ceux qui rentrent, ils sont quand même... Peut-être plus que Denver, en tout cas. Ouais. Peut-être plus que Denver. Ils jouent à 8 ou... pas Denver, plus de 8. Denver, une fois ça joue à 7, ou parfois 8. Ça, non, mais maintenant, elle s'est élevée, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Une fois que tu as enlevé le feu follet derrière de Denver, là, l'éternel... le backup meneur. Merde, à qui tu penses À Denver. Reggie Jackson. Reggie. Oui. Reggie, une fois que tu as enlevé lui, il n'y a pas d'expérience. Ils ont des qualités, Christian Brown, Peyton Watson, Strother, Nagy aussi. Zig Nagy, c'est quand même Courvitu. Naji Marshall, Et Murray, est-ce qu'il y a encore une petite incertitude sur sa santé? Je suis assez tranquille vu ce qu'il a proposé dernièrement. Jamal Murray, moi, il m'a suffisamment fait mal aux Lakers à 2 reprises. Là, je peux te dire que Jamal Murray, ça va à peu près. Lui, quand il bouge pas, quand il joue pas, c'est qu'il en a pour 3 mois. Ouais. Voilà. Il est fait comme ça, Jamal Il vaut mieux Murray. qu'il ait un match pour se reposer pour ensuite revenir justement. Bref, c'est excitant tout ça. Ouais, on en reparlera et ce sera dur de savoir encore où vous partirez, messieurs, en juin prochain. Vous m'en parliez avant de commencer. On aura le temps d'en reparler dès ce midi, enfin tous les midis sur NBA Extra et la semaine prochaine sur ce podcast. Merci une nouvelle fois de nous écouter. Vous pouvez nous noter et commenter et on se retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao.